Alors voilà, donc la seconde séance, comme je vous l'avais annoncé, donc c'est Maya Saint-Michel que vous avez, dont vous avez le titre là. Donc il va surtout parler des problèmes de troubles psychiques chez les jeunes, note actuellement. Alors Maya est maîtresse de conférence à Paris-Cité, Descartes, c'est ça, rejoint Paris-Cité, et elle est aussi au CERMES, comme peut-être pas redire qu'est-ce que c'est le CERMES, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, Centre de recherche sur la médecine et la santé, et dont la santé mentale. Voilà. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de la présenter, mais elle me rectifiera, c'est mieux que moi. Donc je crois qu'elle a, oui, j'ai vu qu'elle avait, fait un doctorat sur la socio-histoire de la psychanalyse d'abord, pour ensuite donc s'attacher à plusieurs autres problèmes, dont les problèmes qu'on rencontre actuellement dans la jeunesse. Alors elle ne travaille en général pas toute seule, mais avec d'autres sociologues, puisqu'elle est elle-même sociologue. Et elle peut travailler avec des anthropologues, des psychiatres, des psychanalystes, etc. Et aussi sur différents terrains, dont le Japon. Comme vous voyez, elle va nous parler, peut-être en introduction, des ikikomori, que nous avions traduit. D'ailleurs, je ne sais plus la traduction exacte qu'on avait donnée, je l'avais donnée. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc, en fait, c'était des troubles, en fait, chez les jeunes, qui avaient été notés, je crois, dès les années 90, au Japon, et donc elle a collaboré avec d'autres chercheurs à cette recherche. Alors, c'est encore le micro, encore, mais ça y est, je sens là, quand ça marche un peu mieux. Mais je crois que le mieux, c'est qu'elle rajoute elle-même à sa propre présentation et qu'on démarre maintenant. Et d'abord, je voulais la remercier aussi d'être là, ce que je n'ai pas encore fait. Bonsoir, merci beaucoup Luc, et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là dans cette belle salle pour vous parler de troubles de jeunesse. Merci de m'avoir rapidement présenté. Effectivement, je suis sociologue. Comme Annick l'a rappelé, j'ai travaillé sur des sujets divers, d'abord sur les psychanalystes françaises, une étrange tribu sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de mon doctorat. Je m'occupais plus spécifiquement des questions autour de la réglementation de la profession, de l'histoire de formation du psychanalyste. Et puis, depuis plusieurs années, je travaille sur des sujets, disons, voilà, dont ceux dont on va parler ce soir, mais qui ont peut-être comme point commun d'être des sujets qui se situent un peu à l'intersection, à l'interface entre problèmes de société et problèmes psychiques, sans qu'on sache toujours très bien, justement, s'il s'agit de troubles psychiques ou s'il s'agit de questions de société. Et les deux problèmes dont on va parler ce soir sont un peu exemplaires de cette question-là. Voilà, donc je vais vous parler de deux de mes sujets d'études, Ikikomori, et bien sûr je vais vous expliquer de quoi il s'agit d'un côté, et éco-anxiété de l'autre. Il s'agit de deux problèmes, de deux phénomènes très différents, mais dont je voudrais souligner aussi les points de convergence et réfléchir à cette occasion à ce que nous apprennent ces troubles nouveaux ou émergents sur ce qu'on pourrait appeler des grammaires sociales de la souffrance, et ça singulièrement chez les jeunes. Donc ma présentation aujourd'hui elle se fera en 3 temps, comme vous pouvez le voir sur l'écran. D'abord je vais vous parler des ikikomori en quelques mots et vous présenter un aspect de ce travail sur les ikikomori, voilà, autour de ce que j'ai appelé la ikikomori restée au seuil. On verra ça en 2 temps, puis je parlerai de l'éco-anxiété, qui peut-être certains d'entre vous l'ont remarqué, une question qui est devenue assez brûlante ces dernières années.
de façon relativement récente, mais de façon voilà, assez massive. Et puis voilà, pour terminer, j'examinerai un petit peu ce que ça nous enseigne d'avoir regardé ces deux phénomènes, ces deux questions en termes de différences et de points communs et de ce qu'on peut être amené à réfléchir à partir de là. Alors, on commence donc par ce phénomène de hikikomori. Avant de vous présenter de quoi il s'agit, petite vignette rapide pour vous plonger dans l'ambiance hikikomori. Donc, je vais vous parler d'une des personnes que j'ai rencontrées lors de mon enquête. Comme l'a rappelé Annick, je tiens à préciser que ce dont je parle aussi ici, c'est le fruit d'enquêtes qui sont collectives. On est plusieurs à avoir travaillé ensemble. Vous verrez des éléments de ces collaborations. Et ce sont souvent des études qu'on a menées donc, de façon un peu pluridisciplinaire, alliant sociologie, anthropologie, psychiatre, psychologue, et aussi comparative, c'est-à-dire que c'est des recherches sur lesquelles on a travaillé avec des collègues en France, au Japon, pour hikikomori en France, au Japon, en Italie. Voilà, donc cet aspect-là aussi. Alors, donc voilà, parmi les personnes que j'ai rencontrées en travaillant sur les hikikomori, je peux vous parler d'Octave. Octave, quand je le rencontre, il a 21 ans, et ça fait 3 ans qu'il ne sort plus, ou presque, de chez lui. Il vit chez ses parents, dans une banlieue parisienne sans histoire. Son retrait a commencé quelques semaines après qu'il ait commencé l'université. Les autres, dit-il, ça n'avait jamais été son fort, mais à l'école, il donnait le change, tout en restant plutôt dans son coin. Octave est donc en retrait social chez lui depuis plusieurs années, mais il ne vit pas mal la situation. Elle lui convient. Il lit beaucoup, il s'informe sur la toile, il regarde des vidéos. La géopolitique le passionne. Il n'est pas particulièrement friand de jeux vidéo, il est sur les réseaux sociaux, mais comme observateur, il ne participe quasiment jamais. La situation lui convient, il ne voit pas tellement le problème, ce sont ses parents qui s'inquiètent de voir cette situation s'installer durablement. Ils ne comprennent pas qu'Octave n'ait aucun projet. Ils essayent en vain de lui proposer des sorties, des réunions familiales, des vacances chez sa sœur qui est dans le sud. Rien n'y fait. La seule chose qui l'inquiète finalement dans sa situation, c'est de se figurer ce qu'il deviendra quand ses parents ne seront plus là. Alors voilà, la situation d'Octave, elle est exemplaire de ce qu'on appelle désormais les hikikomori. Je ne sais pas si ceux ou celles d'entre vous qui connaissaient déjà ce terme, ce n'est pas un terme très répandu en France, mais c'est un terme qui est très répandu au Japon. Donc, hikikomori, ça désigne ces jeunes en retrait social pendant plusieurs mois, plusieurs années, reclus donc dans un cocon familial souvent, qui est devenu une sorte de refuge ou de prison, selon le point de vue qu'on adopte. Comme l'a rappelé Annie tout à l'heure, le phénomène il a été d'abord identifié, rendu visible au Japon dans les années 90. Et le Japon, la société japonaise s'est vite inquiétée de ce phénomène, puisqu'il a été documenté en particulier par un psychiatre japonais qui s'appelle Saito, qui est l'auteur de l'ouvrage que vous voyez apparaître sur la diapositive, qui a été traduit en anglais, Hikikomori, une jeunesse sans fin, une enfance sans fin. Et ce psychiatre Saito, quand il publie ce livre, on est en 1998 au Japon, et il estime, il s'inquiète, donc il s'alarme du caractère grandissant de ce phénomène au Japon, de jeunes gens qui ne sortent plus de leur chambre et qui voilà, restent reclus chez eux. Et il estime à l'époque, quand il sort son livre, que ça concerne 1 million de Japonais. Alors le million fait son effet, ça crée une sorte de panique morale autour de cette question de hikikomori au Japon, et c'est assez vite relayé par les médias, la culture japonaise de manière générale, mais aussi la puissance publique qui s'inquiète du phénomène et fait publier régulièrement depuis ces années-là des rapports pour essayer de à la fois prendre la mesure du phénomène et puis penser à des solutions éventuellement autour de ces questions. Ça pose plein de questions, on n'aura pas le temps de les aborder toutes, mais parmi les questions que ce phénomène qui est décrit dans les années 90 pose, c'est la question de savoir si on a affaire à un nouveau trouble, si c'est une pathologie psychiatrique ou pas. Est-ce que c'est un trouble psychiatrique ou est-ce que c'est plutôt un phénomène qui traduit le malaise de la jeunesse
dans une société devenue plus dure. Les deux visions coexistent en général quand on parle de hikikomori. D'un côté, une perspective individuelle, psychologique ou psychopathologique, qui cherche à poser un diagnostic sur des symptômes jugés inquiétants. Et de l'autre, une lecture plus sociétale qui souligne la pression sociale subie par les jeunes dans un monde incertain et dans un monde marqué par les usages des écrans et qui rend possible cette réclusion durable, disons, avec les technologies. Donc, ce sont d'abord des psychiatres qui ont décrit et théorisé cette question, cette conduite hikikomori au Japon. Comme je l'ai dit, ça a rapidement été repris par les médias, la puissance publique, donc c'est devenu au Japon un phénomène culturel, un phénomène médiatique autour de cette figure un peu archétypale du hikikomori qui a vu des expressions dans la culture, dans les mangas, dans les animés, etc. Et le plus souvent, il est représenté comme c'est un jeune homme, parce que la plupart des études, ça on pourra peut-être en venir dans la discussion, soulignent une forte dominance, une forte prévalence masculine. Il s'agit plutôt de garçons, même si ça pose des questions. Voilà. Donc voilà, quand on parle de hikikomori, souvent on décrit un jeune homme plutôt issu de classe moyenne supérieure, éduqué, parfois même brillant scolairement, c'est pas rare, qui manie avec aisance les nouvelles technologies, c'est un citadin, il vit chez ses parents. Et dans la culture telle qu'il est représenté, évidemment, souvent on représente des facettes assez extrêmes du phénomène hikikomori, c'est-à-dire un jeune homme qui s'est retiré, qui est mutique, qui ne partage plus aucun temps avec ses proches, même s'il est à domicile. Vous avez peut-être déjà vu cette représentation du jeune qui vit enfermé dans sa chambre et qui, la mère passe un repas sous la porte, et c'est à peu près la seule interaction qui persiste. Donc cette figure, elle fait un peu partie du paysage culturel, mais bien sûr, elle est excessive dans sa représentation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle hikikomori, ce n'est pas nécessairement cette forme la plus extrême. Il y a évidemment un éventail de conduite autour du retrait social des jeunes qui peuvent aller jusqu'à ces formes extrêmes et qui peuvent, en d'autres cas, être moins cloîtrés, sans aucune communication, etc. Alors, au départ, le phénomène hikikomori, il a été décrit comme un phénomène japonais. Et d'ailleurs, les premiers écrits qui sont penchés sur la question essayaient un peu d'expliquer pourquoi c'était japonais. Donc, en s'intéressant un petit peu aux spécificités de la culture japonaise, et on regardait ça de loin en disant « Ah, bah, dis donc, c'est japonais, qu'est-ce qu'ils sont bizarres, décidément, etc. » Et en fait, à partir des années 2000-2010, il y a eu de plus en plus de travaux qui ont documenté des situations similaires ailleurs, en dehors du Japon. Voilà, la question hikikomori s'est élargie dans à tout un ensemble de sociétés, qu'on pourrait dire des sociétés dites modernes, à défaut de trouver un terme plus adapté, qui sont, bon, alors, il y a eu des travaux en Chine, en Corée du Sud, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Et donc, mes collègues et moi faisons partie des équipes qui ont travaillé à partir des années 2010, disons, autour de cette question en France, en se posant la question toute simple, qui nous était d'ailleurs adressée par les collègues japonais eux-mêmes, qui était « Est-ce que vous en avez, vous, des hikikomori chez vous ?» Et quand on a commencé à travailler ces questions, le terme hikikomori, j'étais comme la plupart d'entre vous, je ne le connaissais pas. Et donc, voilà, on est parti un peu à la quête d'une réponse à cette question, est-ce qu'il y a des hikikomori chez vous? Et assez rapidement, en enquêtant auprès de personnes de différents lieux, de différents espaces qui travaillent avec la jeunesse, que ce soit du côté du soin, que ce soit du côté de l'école, que ce soit du côté du travail social, etc. Dans ces années-là, à chaque fois qu'on rencontrait des gens qui travaillaient avec des adolescents et des jeunes, ils ne connaissaient pas hikikomori, mais quand ils disaient des jeunes gens qui vivent retirés chez eux depuis plusieurs mois, plusieurs années, ils nous disaient tous « Ah ben on n'a que ça en ce moment ». Voilà. Simplement, il n'y avait pas de vocabulaire correspondant à hikikomori pour nommer cette réalité, donc à défaut de cette terminologie spécifique, on en employait d'autres. On parlait de phobie scolaire, on parlait de phobie sociale, on utilisait toute une série d'autres catégories disponibles.
Là, j'ai mis les ouvrages auxquels j'ai participé, donc qui sont issus de ces travaux collectifs sur Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'il y a de plus en plus de hikikomori? En fait, je voudrais souligner que ça peut vouloir dire au moins deux choses. Ça peut vouloir dire tout d'abord qu'il y a de plus en plus de jeunes qui adoptent une conduite qui consiste à se replier et à ne plus participer à la vie sociale. Mais quand on dit ça, on ne préjuge pas de la nature de cette conduite. On ne dit pas si c'est pathologique ou non de faire ça. On constate simplement que de plus en plus de jeunes ont l'air d'adopter cette conduite énigmatique. Ça peut vouloir dire plutôt qu'il y a de plus en plus de jeunes qui adoptent cette conduite qui est vue comme un trouble. C'est-à-dire que là, on s'intéresse plutôt on affirme, en disant ça, qu'il s'agit d'une pathologie d'un type nouveau, au même titre que d'autres troubles de l'adolescence, par exemple, comme des comportements à risque, des troubles de conduite alimentaire, etc. Donc là, on présuppose qu'on a affaire à un nouveau trouble psychique. Et vous voyez, ce sont deux positions un peu différentes. La différence entre ces deux propositions, elle tient non pas au jeune lui-même et à ce qu'il fait, dans les deux cas il fait la même chose, mais elle tient au regard qui est porté sur ce comportement. Donc le comportement est le même et c'est le regard porté sur le comportement qui diffère. Appliqué donc au retrait social des jeunes, cela nous incite à regarder hikikomori comme un comportement autant que comme un regard sur ce comportement, c'est-à-dire qu'à regarder aussi l'inquiétude que cela suscite, ou même la fascination, que cela suscite sur nous, sur l'entourage, sur les personnes qui s'y intéressent. Donc voilà, comme sur un comportement perçu comme problématique. Si on s'intéresse à cette double dimension, c'est un comportement mais c'est aussi un regard sur ce comportement, on remarque alors que dans les années 90, ce n'est pas le seul nouveau terme qui est apparu pour parler de la jeunesse. En réalité, dans ces années 90-2000, il y a toute une série de mots nouveaux qui ont surgi, qui ont eu des succès variables, mais qui ont tous en commun d'être des termes nouveaux, ou des néologismes pour parler des jeunes. Quelques illustrations de ces termes nouveaux, de cette nébuleuse de catégories pour parler du malaise des jeunes, ou de comportements étonnants, étranges, inquiétants des jeunes. Hikikomori, bon, on en a déjà parlé. En France, dans ces années-là, par exemple, il y a eu, vous vous en souvenez sans doute, le fameux film Tanguy, film d'Étienne Châtillès qui décrivait la vie d'un jeune d'une trentaine d'années qui ne voulait plus partir de chez ses parents, qui était très bien, et donc c'était sous le ton de la comédie, c'était un film de comédie amusante, mais ça décrivait voilà, un jeune qui ne part plus de chez lui et le désespoir de ses parents qui auraient bien aimé qu'il prenne son autonomie et qu'il parte de chez lui. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est le succès qu'a eu le mot qui est devenu, qui est rentré dans la langue française. D'accord, est-ce qu'on m'entend mieux? Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est le succès de Tanguy qui est devenu un véritable personnage. On le dit moins aujourd'hui, mes étudiants ils me regardent avec les yeux, ils savent plus ce que c'est un Tanguy, c'est déjà passé de mode, mais pendant longtemps on disait un Tanguy, ça valait en soi comme pour décrire cette question de ces générations qui partent plus de chez leurs parents. Et puis il y a eu toute une série dans d'autres pays de termes équivalents, bamboccioni en italien, gros bébé, c'est pareil, celui qui reste chez ses parents. Les Nesthoppers allemands, à un moment donné, il y avait ce néologisme de Twixter américain qui qualifie celui qui est entre l'enfance et l'adolescence, c'est la contraction voilà, de between et twixt un peu, il est entre deux, il est entre deux âges. Et puis, il y a eu aussi, alors là, vous voyez, avec un autre type de connotation, au Japon toujours, un terme qui a connu un grand succès, mais ça a été en fait le titre d'un ouvrage d'un sociologue japonais, et qui s'appelle les Parasite Singles. Alors là, c'est un peu plus violent,
scolarisation, mais vous voyez, pareil, livre sur cette génération de jeunes qui vivent toujours chez leurs parents, mais qui sont perçus comme immatures, profitant du confort de leur mode de vie sans endosser de responsabilités. Vous connaissez peut-être aussi le terme de NEET, N-E-E-T, qui a connu aussi un succès important parce que désormais c'est devenu même une catégorie officielle statistique, par exemple, de l'OCDE, qui mesure régulièrement le taux de NEET dans chaque pays de l'OCDE. Donc les NEET, c'est quoi? C'est des ni-ni-ni, on pourrait dire en français, c'est la contraction de l'anglais No Education, Employment or Training, c'est-à-dire des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage, donc ils sont nulle part, des ni-ni-ni. Et c'est une préoccupation des pouvoirs publics dans différents pays, cette zone floue de jeunes qui n'ont pas l'air d'être à leur place à laquelle ils devraient être normalement dans nos sociétés qui sont un peu nulle part. Ce qui est intéressant avec cette catégorie de NEET, qui encore une fois, j'insiste, est un indicateur officiel, c'est qu'en fait, elle est extrêmement peu claire. C'est-à-dire qu'elle regroupe à l'intérieur de ce NEET, se retrouvent des jeunes qui sont là pour des raisons très différentes. Elle oscille entre plusieurs grilles de lecture. En réalité, on ne sait pas si les gens sont NEET par choix ou s'ils sont NEET par victimes qu'ils sont d'un marché du travail incapable de les inclure, etc. etc. Donc, on oscille toujours dans cette terminologie entre une jeunesse qui est dans un monde qui ne leur laisse pas de place et un point de vue qui est plutôt des nouvelles conduites, des nouvelles valeurs, des nouvelles cultures qu'on a du mal à comprendre. Donc ce qui me semble intéressant, c'est que, par exemple pour NEET, à l'intérieur de cette catégorie, il y a à la fois des jeunes au chômage ou inactifs, mais rien ne permet de savoir de distinguer ceux qui cherchent activement à trouver un emploi, de ceux qui, pour X raisons, sont dans cette situation de manière plus ou moins durable, en tout cas momentanément. Ça peut être des cas de figure très différents. Ça peut être le fait d'avoir des responsabilités familiales, d'être aidant, ça peut être le fait d'être en train de former un projet d'engagement, de voyager, etc. Tout ça, ça va être NEET. Et y compris des hikikomori, ça va être NEET à l'intérieur. Donc ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit derrière tout cet ensemble de termes qu'il existe en fait tout un univers moral autour de la jeunesse, un univers qui mêle préoccupation et condamnation, qui est ambivalent à cet égard. La question des jeunes et des jeunes adultes à la maison, elle est marquée de cette ambivalence. Elle est aussi, encore une fois, entre le fait que ces jeunes soient victimes et le fait qu'ils soient peut-être soupçonnés de se complaire dans cette situation, d'avoir des valeurs qui ont changé, de ne pas se mettre au travail, de ne pas avoir le sens de l'effort, etc. Toutes choses que l'on entend régulièrement au café du coin. Hikikomori, donc, se situe à l'intérieur d'un malaise plus vaste et multiforme, celui, dans nos sociétés, du devenir adulte. Comme si, pour certains, il était impossible de franchir le seuil, ou préférable de suspendre le temps dans un entre-deux de l'enfance et du monde adulte. À ce titre, on peut voir dans cette conduite hikikomori une façon très significative de vivre et d'exprimer un désarroi, une différence. Ce qui est très frappant, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on se penche sur l'expérience hikikomori, sur cette conduite, ce qui me semble frappant, c'est qu'elle dialogue très fortement avec les valeurs et les normes de nos sociétés individualistes. Qu'elle semble, cette conduite, exprimée par la négative. C'est en cela, c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est en cela qu'on peut parler d'une sorte de grammaire sociale du malaise.
dans la conduite hikikomori une sorte de miroir inversé des idéaux sociétaux, et en particulier des idéaux d'autonomie et d'inclusion. Ce qui est frappant, encore une fois, c'est que l'autonomie, selon l'analyse de nombreux sociologues, et en particulier d'un sociologue comme Alain Ehrenberg par exemple, l'autonomie, c'est la valeur princeps de nos sociétés individualistes. Ça veut dire quoi, la valeur princeps de nos sociétés individualistes? Ça veut dire que nos attentes, ce qu'on se figure comme un individu accompli, donc ce qu'on souhaite pour soi, pour ses enfants, etc., comme valeur d'épanouissement, comme ce qui a de la valeur, c'est d'être autonome. Ça commence très tôt dans nos sociétés. On souhaite que les petits bébés à la crèche très vite fassent preuve de leur autonomie, qu'ils dorment tout seuls dans leur chambre, qu'ils fassent leur lit, etc. Et puis, tout au long de la vie, on est amené à souhaiter faire cette manifestation de notre autonomie, l'autonomie voulant dire aussi le fait d'être activé, d'avoir des projets, d'être motivé, d'être dans l'action, de la construction de soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'a beaucoup travaillé Alain Ehrenberg. Donc, c'est la vertu suprême qui commande d'être l'auteur de son destin, d'être, de travailler à se construire soi-même. Maintenant, je ne sais pas, je crois qu'on commence de plus en plus tôt. Je pense qu'aujourd'hui, c'est presque à l'âge de 13 ans qu'on commence déjà à écrire des lettres de motivation. Enfin, toute sa vie, on va écrire des lettres de motivation. Et toute sa vie, on va être en mode projet, on va établir des projets personnels, etc., des projets de vie, même quand on rentre en EHPAD, on a un projet de vie, etc. Donc, on a cette orientation qui associe l'individualisme et cette dimension de l'autonomie. Ça veut dire que c'est un univers d'attente qui nous concerne tous. Mais ces valeurs, elles sont d'autant plus fortes, elles façonnent d'autant plus les attentes sociales vis-à-vis des jeunes. Parce que par définition, les jeunes sont en train de se construire ou de commencer à fabriquer leur être social d'adulte. Précisément parce qu'ils sont sur le chemin vers l'âge adulte ou de devenir adulte, précisément parce qu'ils sont en construction, nous attendons d'eux, ils attendent souvent d'eux-mêmes, qu'ils découvrent, qu'ils expriment leur motivation, qu'ils élaborent leurs projets d'autonomie et de participation à la vie sociale. Si donc on part de cette appréciation, on est frappé de constater à quel point la conduite hikikomori, c'est l'inverse. C'est l'envers de la pièce de l'autonomie, à différents égards. Tout d'abord, ce sont des jeunes qui sont reclus dans leur chambre au lieu d'être à l'extérieur. Le retrait, il ne se fait pas n'importe où, il se fait souvent dans la chambre, il veut être en domicile parental. Et là aussi, ça contrevient un petit peu aux valeurs associées à la jeunesse en particulier. On attend d'un jeune qu'il soit projeté à l'extérieur, qu'il ait des projets à l'extérieur. Donc c'est d'autant plus déroutant, encore plus si c'est un garçon, entre parenthèses. Donc c'est d'autant plus déroutant lorsqu'un garçon reste chez lui, il reste dans sa chambre. Par exemple, Octave, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il vit avec ses parents dans la même maison où il a toujours vécu. Dans un environnement plutôt champêtre. Sa sœur, elle, cadette, est partie vivre dans le sud. Il vit donc seul avec ses deux parents, d'une 60aine d'années. Sa mère s'est mise en congé maladie et, selon ses dires à lui, Octave, elle attend la retraite. C'est lui-même qui souligne, finalement, sa situation n'est pas très éloignée de la mienne. Le retrait d'Octave est un retrait radical, mais sans altération spectaculaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini par maigrir de façon inquiétante, ou au contraire, son aspect physique n'est pas altéré, il ne présente pas continue de prendre soin de lui, il a une vie quotidienne assez ritualisée. Il ne fréquente personne en dehors du cercle familial, il ne sort pas, sauf pour se rendre à des choses obligatoires, par exemple la consultation avec le psychiatre. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Il évite toute autre occasion de sortie, restaurant, réunion familiale, il ne s'est pas rendu au mariage de sa sœur. Et à la maison, il vit dans sa chambre. J'ai dit déjà qu'il s'occupait à
différentes choses. L'ordinateur occupe une place importante parce qu'il s'informe beaucoup. Il dit lui-même, il est très curieux, il est très cultivé, et il dit lui-même, j'adore lire, j'adore regarder, j'adore m'entendre réfléchir sur les sujets. J'adore m'écouter réfléchir sur les sujets. Comme d'autres jeunes rencontrés dans l'enquête, Octave exprime une grande difficulté à sortir si ces sorties ne sont pas très limitées et surtout si elles ne sont pas très préparées à l'avance. Les interactions sociales sont vécues comme très pénibles, souvent injustes et peu lisibles. Et le retrait est clairement pour lui un motif de soulagement, au moins dans les premiers temps. Octave n'éprouve aucun manque, aucun regret vis-à-vis des liens sociaux ou amicaux. Sa situation, encore une fois, lui convient. Il déclare « Je me suis créé une capacité à être vraiment seul, et ce depuis ma toute petite enfance. Je lis, je réfléchis, j'occupe mon temps, et je ne me vois pas défiler. La prison, je ne vois pas le problème. » Donc ça, c'est cette première dimension, évidemment, complètement inverse des attentes sociales, des idéaux sociaux, en particulier à l'égard des jeunes. Deuxième dimension, ce sont des jeunes dépendants de leurs parents au lieu de désirer et d'œuvrer à leur indépendance. La plupart des jeunes que nous avons rencontrés ne cherchent pas à conquérir leur indépendance. Dans le cas d'Octave, par exemple, qui est majeur, ses parents s'activent dans tous les sens pour lui proposer des choses, pour lui proposer des solutions. Ils ont acheté un studio à proximité, mais Octave accueille cette perspective avec mollesse ou indifférence. Il dit qu'il attend 25 ans pour éventuellement toucher le RSA, ce qu'il d'ailleurs finira par obtenir, mais très tardivement, avec beaucoup de retard, parce que toutes les démarches à effectuer lui sont compliquées et insurmontables. Et surtout parce qu'il préfère, en fait ça lui est très pénible, comme beaucoup de hikikomori qu'on a rencontrés, ça lui est très pénible de se rendre à nouveau visible, de faire des démarches, avoir des papiers, c'est sortir de cette invisibilité dans laquelle il se bien. Il déclare « Je suis là où j'ai démarré. Je suis né un jour et voilà, je suis à l'endroit où je suis né. Il y a mes parents, ma chambre. D'un point de vue métaphysique, je suis là où je suis né. Je veux être un enfant quand tout le monde veut que je sois un adulte. » Enfin, ce sont également des jeunes qui se sont retirés dans un quotidien qui est très répétitif. Et au lieu de vivre ce qu'on attend socialement des jeunes, c'est-à-dire l'âge de la jeunesse, ce n'est pas l'âge des expériences, des mobilités, c'est vraiment ça qui définit par excellence la jeunesse et donc qui, encore une fois, désoriente, est peu compris et rend l'entourage, voilà, enfin, déroute l'entourage, que ce soit les parents, que ce soit les soignants, etc. Souvent, les personnes que nous avons rencontrées, elles inversent, enfin, ça c'est un peu un classique du comportement hikikomori, ils inversent leur rythme jour-nuit. Donc ils sont éveillés la nuit et ils dorment le jour, donc ils se désynchronisent des rythmes sociaux autour d'eux. Et puis aussi, il n'est pas rare qu'ils vivent dans une chambre au rideau fermé ou au volet fermé. C'est le cas d'Octave, par exemple, qui ne souhaite pas être vu. Il ne souhaite pas qu'on le voit, donc il vit dans ce rapport à l'extérieur de cette façon. Hikikomori, c'est aussi une conduite passive, silencieuse, au lieu d'être l'expression d'un projet, d'un désir, donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur cet impératif de motivation, de projet, d'initiative. Rien de tout cela. Octave revendique d'être incapable de tout projet. Et ça, c'est vraiment un des aspects les plus difficiles à vivre pour les familles, pour l'entourage. C'est ce non-discours sur ce qui se passe. Cette conduite, cette posture très silencieuse, qui n'appelle pas de commentaires. Donc les parents, souvent, nous disent ça, qu'ils souhaiteraient qu'au moins il aille mal, et qu'ils le disent, et qu'ils disent quelque chose, mais ne rien dire comme ça, c'est très difficile à vivre pour les parents. Ne pas commenter, les hikikomori n'ont pas spécialement de discours sur ce qui leur arrive, à tel point qu'à un moment, on avait avec l'équipe fait le parallèle avec la nouvelle de Melville Bartleby, une espèce familiale
ce personnage de la nouvelle de Melville qui, à chaque fois que son patron lui demande de faire quelque chose, il est scribe, et son patron lui demande de faire quelque chose, et il répond toujours « je préférerais ne pas ». Et c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'on est du point de vue du patron et du point de vue de ce que ça fait. Un patron gentil, bienveillant, qui souhaite, voilà, de se voir sans arrêt rétorquer juste cette phrase « je préférerais ne pas » sans doute. Et voilà, on avait trouvé que ça correspondait assez bien à cette interaction avec les personnes hikikomori, du point de vue des parents qui ont cette impression d'être face à un mur d'incompréhension. Dernière dimension sur laquelle je voulais insister, le corps. Évidemment, être en retrait, c'est retirer son corps des interactions, des espaces sociaux, c'est désactiver son corps. Et évidemment, là aussi, ça contraste fortement avec des représentations de la jeunesse qui, et encore une fois, l'âge de la vitalité, de la sexualité, du corps mis à l'épreuve. Le passage à l'âge adulte s'éprouve dans les corps, et les hikikomori sont précisément ceux qui se refusent ou s'extraient de ces épreuves-là. Aucun attrait pour les codes adolescents, les sports, l'ébriété, les rencontres, etc. Octave, d'ailleurs, dit qu'il n'est pas du tout intéressé par la sexualité, il parle d'un vœu de chasteté. Et il dit qu'il est très irrité par ses pairs et la façon dont il parle des filles, etc. Et que ça n'intéresse pas du tout. Voilà, je passe un peu ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, il faut que j'avance. On parle de la deuxième partie. Donc voilà un petit peu les premières choses sur l'hikikomori. Alors, dans la deuxième partie, je voudrais parler de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est une nouvelle terminologie qui est apparue relativement récemment et qui a connu une sorte de boom médiatique et social autour des années 2019. Donc c'est assez récent. C'est une question qui est de plus en plus discutée dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, et le problème de l'éco-anxiété est attesté et relayé par toute une série d'enquêtes, de rapports qui documentent l'augmentation des inquiétudes relatives à la situation écologique. En France, on a voilà, des rapports du CESE, on a des auditions au Sénat, enfin, voilà, c'est une question qui agite l'espace public, mais aussi les responsables. Les études internationales se sont également multipliées depuis quelques années sur le sujet, avec des rapports, des recommandations, et aussi toute une série de travaux scientifiques qui consistent à proposer des échelles de mesures qui ont été produites et discutées. Donc voilà, faire de l'épidémiologie d'une certaine manière, de l'éco-anxiété, la mesurer, avoir des définitions de ce phénomène. Dans toutes ces enquêtes, dans tous ces discours sur l'éco-anxiété, ce qui est clairement identifié, c'est que c'est un nouveau risque de santé mentale. C'est un nouveau risque de santé mentale face à la catastrophe climatique. Par exemple, dans le dernier rapport du GIEC, il est évidemment coutumier d'alerter sur les risques provoqués par la catastrophe écologique. On parlait beaucoup des risques sanitaires en termes de toxiques, de pollution, de catastrophes naturelles, etc. Mais dans le dernier rapport de GIEC, il y a une nouvelle catégorie qui sont les risques de santé mentale, que fait courir le changement climatique aux populations. Et à l'intérieur de cette catégorie de risques de santé mentale, il y a cette question de l'éco-anxiété, de l'anxiété grandissante des populations à l'égard du changement climatique. Alors là aussi, c'est complexe, un peu comme l'hikikomori. Je ne vais pas m'attarder sur la question, on pourra peut-être revenir à la discussion. Il y a tout un... il y a toute une discussion, des controverses sur la question de savoir si on a affaire à ces pathologies ou non, parce que vous voyez bien que le terme, ce qui est intéressant, c'est qu'il emprunte au vocabulaire de la santé mentale et de la pathologie, en disant éco-anxiété, d'accord ? On emprunte au vocabulaire de la santé mentale pour décrire quelque chose qui concerne un problème socio-écologique vaste.
Mais également, c'est un problème qui est souvent présenté comme principalement un problème de jeunes. Là aussi, on indique combien c'est générationnel, que la génération actuelle serait particulièrement éco-anxieuse, avec ce qu'on a pu appeler la génération climat. Donc une préoccupation écologique particulièrement portée par les jeunes, qui laisserait entendre aussi qu'il y aurait d'ailleurs un clivage de génération à ce sujet, qui serait motif presque de conflit générationnel. Il y aurait des incompréhensions mutuelles autour de cette question climatique de manière générale. Il y a une enquête, par exemple, qui a été publiée en 2020 dans la revue médicale britannique de Lancet, et qui est présentée comme la première investigation de ce phénomène à large échelle. Cette enquête, elle a été menée auprès de 10 000 personnes âgées de 16 à 25 ans, dans une dizaine de pays, dont la France. Et elle conclut donc à un très haut niveau d'inquiétude parmi ces jeunes, de 16 à 25 ans. 59% se disent très ou extrêmement inquiets. 50% d'entre eux auraient également identifié leur ressenti à une gamme d'émotions négatives, dont la tristesse, l'anxiété, la colère, l'impuissance, la culpabilité. Ces auteurs donc utilisent les termes d'éco-anxiété ou d'anxiété climatique, on trouve ce terme aussi en anglais, comme des équivalents qui ne sont pas différenciés. Et dans cette étude, ces termes prennent sens avec la corrélation que l'enquête établit entre détresse psychologique et perte de confiance envers les institutions publiques. Ce qui est même pointé dans cette étude, c'est un sentiment, ce que les auteurs appellent un sentiment de trahison, qui renforce l'argument encore récurrent que j'indiquais de rupture générationnelle autour de l'importance accordée à l'écologie. Notons enfin que, comme c'était le cas pour Hikikomori, dans cet ensemble d'études et de discussions sur les conséquences psychologiques de la crise écologique, d'autres termes côtoient l'éco-anxiété. Ils sont multiples, ils n'ont pas tous connu le succès de l'éco-anxiété, mais il y a toute une palette de termes qui sont employés dans la littérature ou dans les commentaires. Celui de solastalgie, vous le connaissez peut-être, c'est un terme qui a été inventé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, qui décrit, avec solastalgie, il a inventé ce terme pour décrire, en fait, en Australie, dans la Hunter Valley, là où les paysages ont été complètement dégradés par les mines à ciel ouvert, les exploitations à ciel ouvert, etc. Le terme de solastalgie lui est apparu pour décrire l'état de détresse psychologique dans lequel se trouvent les habitants quand ils sont perdus, leur chez-soi, leur paysage, etc. Et donc qui mélange cette idée plutôt de ce qu'on a perdu et qui est irrémédiablement perdu, et qui crée une détresse profonde, et donc évidemment qui va concerner des réalités devant les différents endroits du monde, des catastrophes où la progression du changement climatique va altérer profondément les paysages et les populations. Voilà, et puis on trouve toute une série d'autres mots, éco-grief, donc l'éco-deuil, l'éco-fear, avec éco c'est pratique, linguistiquement on peut faire plein de petits mots comme ça, donc l'éco-colère, l'éco-peur, l'éco-culpabilité. Et puis il y a même des chercheurs, alors plutôt du côté des psys, là encore une fois, mais qui ont proposé de parler de stress pré-traumatique. Donc sur le modèle de la catégorie de stress post-traumatique, en disant c'est une nouvelle forme de stress qui est ce stress anticipatoire devant la catastrophe à venir, ou de traumatisme humain, pendant tous ces types de termes. On voit donc là aussi tout un paysage qui cherche à saisir ces nouvelles émotions, mais aussi ces nouveaux troubles. Donc on est dans une autre trouble, sans faire de jeu de mots, entre est-ce que c'est trouble, est-ce que c'est émotion, est-ce que c'est inquiétude, etc. Moi je suis frappée souvent par les études qui disent l'éco-anxiété est très forte et qui le documentent en disant 50%, 60%, 80% se disent inquiets. Bon, mais inquiétude et anxiété, ça fait pareil. Donc il y a une sorte d'ensemble un peu à la fois lâche et à la fois qui
vient désigner cette histoire des émotions climatiques. Donc moi je m'en tiens à la catégorie d'éco-anxiété parce que c'est la plus populaire de cet ensemble de catégories, c'est celle qui s'est imposée, c'est celle qui a marché de façon plus évidente, mais on voit bien qu'il y a quand même un ensemble d'usages, un éventail de significations autour de cette question. Pour revenir sur ces nouveaux termes et autour de l'éco-anxiété, on peut aussi distinguer un peu schématiquement, même si cette distinction n'est pas toujours satisfaisante, mais bon, rapidement, on peut distinguer les émotions et les détresses relatives à la perte et à la dégradation effective, localisées, comme solastalgie, et puis les émotions et les détresses qu'on peut appeler anticipatoires, c'est-à-dire relatives à une projection dans l'avenir. Et souvent, l'éco-anxiété désigne un peu cette deuxième catégorie. Alors, je propose maintenant d'aborder cette question à partir de l'enquête qui est en cours, en réalité, le travail que je suis en train de mener avec une collègue, Nadia Garmoussi, qui est aussi sociologue à Lille. C'est notre enquête qui s'appelle Émocène. Et dans ce cadre, en fait, on travaille à la fois de deux manières, sur deux volets. Un volet sur lequel on rencontre des personnes qui se reconnaissent comme éco-anxieuses, des jeunes en particulier. Et donc on cherche à mieux comprendre ce que ça veut dire pour elles, quelles sont leurs expériences, quels impacts et quels effets ça a dans leur vie, quels usages ils font ou non de ce vocabulaire de l'éco-anxiété, quelles sont leurs ressources pour faire face. Et puis dans un deuxième volet, surtout ma collègue Nadia interroge aussi les personnes qui proposent leur aide face à ça, et notamment comment se reconfigure ou pas tout un monde de l'aide psychothérapeutique ou thérapeutique autour de l'éco-anxiété, avec des pratiques plus ou moins. Est-ce que ça devient de nouvelles pratiques, ou est-ce que finalement on reprend des catégories habituelles d'anxiété? Donc voilà, moi je vais parler plutôt de l'aspect enquête auprès des jeunes, puisque c'est ça qui m'occupe aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'éco-anxiété non pas comme une entité médico-psychologique dont il faudrait faire l'épidémiologie, combien il y en a, combien de pourcentages, etc., qui sont-ils, mais plutôt comme une réalité diversifiée et multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'au fond, l'éco-anxiété, c'est à la fois, comme pour Hikikomori tout à l'heure, un regard qu'on porte sur un problème, la construction d'un problème. C'est intéressant de se dire que la façon que nous avons de nous inquiéter du réchauffement climatique prend des formes qui empruntent à la santé mentale. C'est ça qui va rendre visible le phénomène, de parler en termes de santé mentale. Mais aussi, éco-anxiété comme une façon pour les personnes qui se disent éco-anxieuses, comme une façon très multidimensionnelle, à la fois de penser, à la fois de ressentir, à la fois d'être affecté, d'être concerné, de projeter l'avenir, de changer, d'agir, de prendre soin. En fait, c'est un ensemble de conduites, de comportements et de significations. Là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans des détails très poussés, mais je voudrais insister sur quelques points. Le premier, c'est que pour la plupart des jeunes rencontrés, les émotions sont vécues comme centrales dans la prise de conscience de la catastrophe climatique, mais aussi comme moteur de l'action. Ils sont plusieurs à insister sur le fait que tant que cette traversée émotionnelle n'est pas vécue, les connaissances qu'on a sur ce qui se passe, la réalité du changement climatique, etc., ces connaissances-là restent sans effet. Que ce qui produit le changement radical, la prise de conscience, c'est l'émotion ressentie. C'est vraiment quelque chose de très singulier dans cette enquête, l'importance des émotions. Par exemple, Noëlla, que j'ai rencontrée qui a 18 ans, qui explique ça, elle parle de déclic émotionnel, et elle dit que ce déclic émotionnel est crucial pour la prise de conscience écologique, pour la prise de conscience de ce qui se passe. Elle explique, c'est la théorie du U. Pour vraiment s'engager dans l'urgence climatique, il faut passer par un U. Tu commences par un état de dépression, où tu comprends tout ce que c'est le problème. Après, tu remontes
Mais tu ne peux pas commencer à donner des solutions aux gens qui ne sont pas passés par le feu. Et elle explique de cette manière, par exemple, l'indifférence de certains de ses amis très proches, qui sont formés comme elle, qui ont les mêmes niveaux d'information, etc. Mais elle dit à propos de cette amie qui n'a pas l'air d'être affectée comme elle l'est, elle dit c'est dans sa tête, mais ça n'a pas encore touché son cœur et ses tripes. Donc souvent, être éco-anxieux, c'est attester de l'authenticité de cette expérience émotionnelle. On n'est pas seulement concerné, on est affecté. C'est aussi par exemple le cas sur lequel je vais insister un petit peu de Iris. Iris, elle a 28 ans, elle est jeune maman, elle est issue d'un milieu privilégié, cosmopolite. Elle est diplômée d'une grande école parisienne, ce qui lui offre des opportunités de carrière dans des grands groupes internationaux. Mais sa sensibilité pour la question écologique pendant ses études s'est affirmée au fur et à mesure et l'a amenée à privilégier plutôt des stages en lien avec le développement durable et à effectuer une lente bifurcation vers l'écologie, qui est son poste actuel. Elle travaille dans une petite ville où elle est chargée de transition écologique. Elle est très satisfaite de sa situation, car, dit-elle, je trouve du sens dans mon boulot parce que c'est hyper concret, on fait des projets, il y a vraiment un impact sur la transition écologique. Quand je l'interroge sur son éco-anxiété, elle explique que son éco-anxiété n'est pas associée à un déclencheur particulier, mais est montée progressivement, en même temps que sa prise de conscience, et surtout à mesure des observations qu'elle fait elle-même des changements tangibles autour d'elle. C'est intéressant parce que son éco-anxiété s'est construite pour elle simultanément comme intellectuelle, formée par ses lectures, ses apprentissages, mais aussi émotionnelle, comme on l'a dit, et aussi sensible, c'est-à-dire c'est son vécu concret du réchauffement qui inscrit en elle la réalité de cette éco-anxiété. Par exemple, elle explique qu'elle est particulièrement affectée par les épisodes de chaleur anormale. Elle dit « Je supporte très mal la chaleur et donc les jours où il fait très chaud, ça m'angoisse. Et il y en a de plus en plus. » C'est plus ça. Ça vient de l'environnement extérieur qui me fait réagir. Et aussi, il y a un autre truc qui m'angoisse, c'est le dépérissement des arbres. Parce que je me dis, quand on n'aura plus les arbres, il n'y aura vraiment plus rien pour nous sauver. Ça va tout basculer, tous les équilibres et les chaînes alimentaires, etc. Moi, c'est surtout le côté effondrement de la biodiversité qui m'affecte. Ainsi, elle est très émue en racontant que sa dernière crise d'éco-anxiété, comme elle dit, a eu lieu le jour de son anniversaire. Il faisait anormalement chaud en ce jour de septembre, et elle s'est souvenue des anniversaires de son enfance quand, dit-elle, on avait des petites vestes, des petits blousons, alors que là, il faisait 36. Bouleversée, en arrivant au travail, elle s'est enfermée aux toilettes pour pleurer. La dimension émotionnelle, la tristesse, la perte, l'angoisse, sont au cœur du vécu d'Iris, mais elle se décline en réalité à deux endroits. Devant les conséquences du réchauffement, dont elle a conscience et auxquelles elle est sensible littéralement, la chaleur, mais aussi devant les conséquences des choix qu'elle est amenée à faire en conséquence, et qui lui imposent des tourments et des sacrifices difficiles. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'éthique de la responsabilité. Car, comme tous les jeunes que j'ai pu rencontrer, Iris a opérationnalisé sa conscience écologique dans des décisions, des gestes, des engagements, dans sa vie de tous les jours. Ces engagements sont plus ou moins coûteux, manger végétarien, privilégier la nourriture bio et locale, ça c'est facile pour elle, qui est à l'aise financièrement, donc ça ne représente pas une difficulté, ainsi que réduire les déchets, privilégier le vrac, etc. Mais il y a une autre dimension sur laquelle elle insiste beaucoup et qui est essentielle pour elle, d'ailleurs pour beaucoup des jeunes que j'ai rencontrés, c'est ne plus prendre l'avion. Ne plus prendre l'avion, qui est une nécessité absolue et qui représente pour elle un coût beaucoup plus lourd dans sa vie à elle. À plusieurs reprises en entretien, elle est très bouleversée quand elle raconte les dilemmes qui sont les siens et qu'elle traverse seule pour ne pas culpabiliser ses proches. Il se trouve que sa famille habite dans différents endroits du monde, sa sœur habite aux États-Unis,
Et donc, son frère aussi encore dans un autre endroit. Et donc la famille, vous avez compris, aisée financièrement, a pris l'habitude, depuis quelques années, avait pris l'habitude de se retrouver à Noël aux Antilles pour se retrouver en famille. Désormais, pour Iris, c'est impensable. Elle ne peut plus prendre l'avion. Et donc, elle a fait savoir à ses proches qu'elle ne viendra pas à Noël. Et en même temps, elle est très désespérée en disant ça, elle est là, parce qu'elle adore sa sœur, que sa sœur et elle ont toutes les deux des enfants bébés, et que c'est un énorme sacrifice de ne pas se voir et de ne pas faire se rencontrer des cousines, etc. Donc elle dit ça en étant extrêmement émue, dans l'entretien, en pleurs, elle dit ça n'a pas de sens, je ne peux pas faire ça parce que ce serait trop incohérent avec mes principes. D'un autre côté, j'adore ma sœur, j'aimerais trop passer du temps en famille. J'ai l'impression que parfois, soit je fais le choix de l'écologie, soit je fais le choix d'un truc au-delà du plaisir, mais vraiment du lien social qui, pour moi, est ce qui est fondamental dans la vie. La tension est parfois difficile. Ce qui est aussi très intéressant avec Iris, c'est qu'elle porte seule le poids de ce dilemme moral. À aucun moment, elle ne blâme ses parents, ou sa sœur, ou quiconque, parce qu'ils continuent, eux, à prendre l'avion, parce qu'ils continuent à avoir ces habitudes. À aucun moment, elle essaie de les convaincre, ou de les rallier à ses engagements. Le mot d'ordre chez Iris, mais comme chez beaucoup d'autres jeunes que j'ai rencontrés, c'est plutôt une sorte de compromis doux. En tout cas, sans jugement et sans conflit. Elle explique la même chose, pas de conflit alors qu'elle est devenue végétarienne, par exemple. Elle dit pas de conflit autour de la viande. Je me braque pas non plus et eux non plus. Donc parfois, ils vont me laisser ne pas manger de la viande et parfois, je vais manger le poulet du dimanche. Voilà, toute une série de situations qui sont un petit peu des situations contrôlées. Pour Iris, maintenir ses liens familiaux affectifs est tout aussi important que tenir ses engagements et avoir une vie responsable. Alors, petit point détail, parce que j'accélère. Donc voilà, à travers ce cas d'Iris, on voit que, d'abord, un haut niveau d'éducation, d'information, de lucidité sur la catastrophe écologique, qui sont là incarnés dans une vigilance, une sensibilité accrue aux effets qui font qu'Iris est profondément affectée par la catastrophe. Et donc, elle fait des choix qui peuvent lui apporter du réconfort, mais qui ne l'apaisent que très partiellement en raison des coûts qu'il représente dont j'ai parlé. Le deuxième point, ce que je voulais souligner à travers ce passage par Iris, c'est que être affecté par le monde, au fond, être affecté, de souffrir de cette symbiose avec le monde, se traduit pour elle, comme pour d'autres, en émotions climatiques. Angoisse, tristesse, sentiment d'impuissance. Mais ces émotions climatiques, je trouve, contrairement à ce qu'on lit beaucoup dans la littérature, ce n'est pas des émotions isolées. Ce sont des émotions qui s'articulent à des émotions qui sont liées à d'autres impératifs, responsabilité, tolérance, loyauté, maintien des liens, culpabilité, etc. Et c'est ça qui organise ce registre émotionnel spécifique, me semble-t-il. Donc ces émotions, par exemple celle de l'éco-anxiété, elles ne sont pas uniquement le reflet sur l'individu de la crise climatique, mais aussi d'un univers de sens et de valeurs qui sont construits pour chacun par le milieu social, la famille, etc. Donc plutôt que d'émotions climatiques, c'est pas très joli à dire, mais on devrait parler d'émotions socio-climatiques. Pardon, je viens de dire ça va. Alors pour mon dernier point, c'est donc revenir sur, et pour voilà, honorer un petit peu ce qui aurait lieu aujourd'hui, je voulais revenir sur les points communs, les différences entre ces deux sujets, mais aussi parce que voilà, il s'agit de deux phénomènes sociaux qui ont reçu un écho qui trouble, qui représente à certains égards des énigmes et qui concernent des jeunes. Et donc, qui nous interrogent entre eux sur ce que c'est d'être jeune dans nos sociétés et de quoi souffre-t-on quand on est jeune dans nos sociétés. Évidemment, pas que de ça, il y a d'autres modalités, mais ce sont certaines.
Alors concernant les différences importantes qui font que ce n'est pas tout à fait comparable, tout d'abord, chez les hikikomori, on a vu qu'il n'y a pas d'émotion manifeste. C'est d'ailleurs ce qui est très difficile à vivre, je l'ai dit, pour les entourages. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de formulation de demande d'aide, même de configuration en disant « ça ne va pas ma situation ». Là où c'est très différent avec les éco-anxieux, puisqu'au contraire, l'éco-anxiété, c'est une terminologie, un terme qui sert précisément à rendre visible, à revendiquer le problème écologique et parfois même à sensibiliser les autres à travers cette question de l'éco-anxiété. Et donc de demander, si ce n'est de l'aide, du moins des réponses, des solutions à ce problème. Un autre point de différence, c'est le rapport à la mobilisation, à la politique. Chez les hikikomori, il n'y a pas de critique, comme on l'a vu, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de discours sur la société. Le problème n'est pas perçu comme venant de l'extérieur. C'est évidemment l'opposé en matière d'éco-anxiété, puisque l'éco-anxiété s'articule volontiers avec un activisme écologique, avec des mouvements sociaux. Les jeunes que j'ai rencontrés ont tous participé à des mouvements de ce type ou envisagent de le faire. Il a aussi contraste fortement avec les hikikomori. L'autre différence, la dernière différence, elle concerne le mouvement par lequel le problème est exprimé, sa visibilité. Avec l'éco-anxiété, on a vu l'éco-anxiété, elle rend visible, on a vu que l'éco-anxiété elle-même, c'est une question très visible depuis quelques années dans l'espace social. Et l'éco-anxiété, c'est aussi une manière de rendre visible l'enjeu écologique par soi, c'est-à-dire son propre malaise et l'expression de l'enjeu écologique. Il porte dans sa chair, dans son cœur, cet enjeu écologique. A l'inverse, d'une certaine manière, dans les situations hikikomori, comme on l'a vu avec Octave, le problème n'est pas du tout de rendre visible la situation. Au contraire, souvent ces jeunes veulent à tout prix rester invisibles, disparaître. Ils ne cherchent pas du tout à ce qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'occupe d'eux. Et ce sont les familles, les parents qui sont à l'origine des demandes ou des actions. Je passe un peu dessus. Pour finir, donc, quelques points communs sur lesquels je suis en train de réfléchir, donc je compte aussi sur des remarques, voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est convaincant. Je trouve que, voilà, parmi les points communs qui sont intéressants, c'est que d'abord, il est question d'enfance. Il est question d'enfance presque doublement. Il est question d'enfance et de jeunesse dans ces deux troubles, mais aussi parce que, d'ailleurs, vous aurez noté combien la problématique de la santé mentale des jeunes est une problématique particulièrement actuelle et renouvelée depuis le Covid. On a de cesse de mesurer les effets prolongés. Mais ici, enfance aussi, parce que ce qui est en jeu dans les deux cas, c'est le devenir adulte. On a vu, à propos des hikikomori, avec cette idée formulée par certains d'une enfance éternelle, d'une enfance sans fin, d'une suspension du temps, pour ne pas franchir le seuil vers l'âge adulte. C'est différent pour les éco-anxieux, il n'y a pas cette dimension du refus de l'âge adulte, mais il y a quand même la dimension de l'enfance, me semble-t-il. En cela que, en tout cas, quelque chose qui se joue entre l'enfance et l'âge adulte. Et ce qui se joue, c'est justement les émotions. Ce que traduisent les jeunes que nous avons rencontrés, et qui est aussi les représentations qu'on peut avoir de l'enfance, c'est précisément que les enfants, ils sont dans un rapport très pur et très direct à leurs émotions et aux observations des injustices, de la douleur à l'extérieur d'eux, des animaux, de la nature, etc. Et qu'en grandissant, en devenant adulte, on apprend à moins prendre à cœur. On apprend à supporter
l'injustice qu'on voit dans la rue. On apprend à avoir de la distance par rapport à ça. À ce titre, les éco-anxieux, finalement, nous rappellent à l'enfance, nous rappellent à cette émotion de l'enfance devant ce qui est intolérable, ce qui est injuste. Le deuxième point commun, c'est que dans les deux cas, il est question d'avenir. On a vu l'éternel présent qui annihile l'avenir chez les hikikomori, et bien sûr, avec l'éco-anxiété, c'est aussi l'avenir qui est source d'angoisse. C'est la perspective, la projection, la peur de la perte des catastrophes en chaîne. Dans les deux cas, c'est aussi, me semble-t-il, pas seulement l'avenir individuel, mais aussi l'avenir de la société, qui est en écho dans ces problématiques, puisque c'est l'avenir de la société qui apparaît comme menacé par ces troubles. Évidemment, l'avenir de la société menacée par la catastrophe écologique, mais chez les hikikomori, le phénomène hikikomori dans les années 90, je vous l'ai dit, il avait créé une panique morale au Japon. Pourquoi au Japon en particulier? Parce que le Japon est une société vieillissante, dans laquelle la perspective de jeunes qui ne deviendraient plus adultes, qui ne deviendraient plus, ne participeraient plus à la vie sociale, et donc ils ne reprendraient pas le flambeau, c'est la projection, le fantasme de la disparition de la société japonaise, entre eux. Donc, cette question de la reproduction de l'ordre social et démographique et de sa menace est en jeu. Notons aussi que la question médiatique qui est souvent immédiatement associée à l'éco-anxiété, c'est le refus écologiquement motivé de faire des enfants, qui agite le même type d'inquiétude sociétale. Troisième point commun, il est question dans les deux cas aussi de sentiment de différence et de sensibilité. Alors je ne reviens pas, on l'a beaucoup dit à propos de l'éco-anxiété, cette question de la sensibilité au sens premier, d'être sensible aux éléments tangibles du changement climatique. Et donc souvent les éco-anxieux se présentent eux-mêmes comme étant plus particulièrement sensibles, particulièrement peu capables de carapace, de ne pas voir ce qui se produit, etc. Donc d'associer la lucidité à cette sensibilité à fleur de peau. Et chez les hikikomori, le motif de la différence et de la sensibilité intervient aussi beaucoup. Alors ce ne sont pas les hikikomori eux-mêmes qui se décrivent comme ça, mais leurs parents. Leurs parents disent beaucoup que ce sont des jeunes, finalement, rétrospectivement, dont ils relisent la trajectoire en disant « il a toujours été très sensible », comme un père a eu cette phrase très frappante en disant que c'est comme s'il n'avait pas de protection, pas de peau, et qu'il prenait tous les événements de la vie quotidienne à 2000%. Là où nous pouvons, devant une injustice, être en colère, mais passer autre chose, tout était pris de plein fouet pour celui son fils. Dernier point commun et dernier point de ma présentation qui me semble important, c'est la question du conflit, ou plutôt justement de ne pas entrer en conflit. On peut faire référence ici aux divers travaux qui soulignent que dans la conduite hikikomori, c'est une révolte qui ne dit pas son nom. Certains ont proposé cette piste. Ma collègue Marie-Jeanne Gage, qui est vraiment très au fait, qui a reçu, et reçoit depuis de très nombreuses années des jeunes dans cette situation, elle parle, dans un livre qu'elle a fait paraître récemment, du retrait comme envers de la révolte d'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a dans cette conduite hikikomori quelque chose d'une révolte, mais qui sera encore une fois inversée par rapport aux thématiques habituelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de mise en cause directe. C'est une révolte extrêmement passive, on l'a vu, et sans conflit. Finalement, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les hikikomori sont invisibles aussi, c'est qu'ils ne dérangent personne. Ils restent chez eux, ils ne cassent rien, ils ne produisent rien, etc. Ils alternent. Donc cette dimension de non-conflictualité directe, c'est très importante de s'en passer.
côté des éco-anxieux que j'ai rencontrés dans mon enquête, j'ai été frappée aussi par cette même forme de réticence au conflit, qui peut sembler un peu paradoxal parce que ce sont des jeunes mobilisés, parfois des activistes. Mais un peu à l'image de ce que je vous ai présenté avec Iris, souvent ce sont des personnes pour qui c'est très important de maintenir les liens affectifs, amicaux, familiaux, qui sont attentifs à ne pas se mettre en colère, à ne pas culpabiliser les autres, à ne pas juger les autres. Et donc, par exemple, quand je leur posais souvent la question sur la fracture générationnelle, est-ce que, par exemple, ils en voulaient à leurs parents, à leurs grands-parents, etc. Alors, ils répondaient non, pas du tout. Ils voyaient très bien pourquoi les parents avaient fait ça, c'était d'autres époques, d'autres moments, ils avaient fait pareil, etc. Donc, il y a vraiment ce souci de ne pas juger. Mais en même temps, du coup, de refuser aussi la conflictualité sous-jacente à cette forme de militance écologiste. Du coup, ce sont souvent des jeunes, ceux que j'ai rencontrés en tout cas, qui, s'ils sont militants, par exemple, ils ne participent pas aux formes les plus violentes ou les plus radicales des mouvements écologistes, ils sont plutôt dans des mouvements modérés d'action. C'est ce que me dit Iris, par exemple, qui est très mal à l'aise avec la violence, tout en comprenant la nécessité d'action forte. Elle dit, c'est bien qu'il y en ait qui le fassent, mais c'est pas pour moi. J'ai un peu de mal avec les postures très confrontationnelles, dit-elle. Et on retrouve cette politique, donc une sorte de politisation, mais sans conflictualité. Autour notamment de la rhétorique très partagée auprès des jeunes générations, du prendre soin. Ce dont il va s'agir, c'est surtout prendre soin. Voilà, je peux finir en exposant comme ça que, par exemple, Iris, elle dit être politisée, que pour elle, c'est politique, son engagement. Et la politisation d'Iris, elle s'inscrit dans une philosophie politique qui est nourrie d'influences et de lectures, comme par exemple celle de l'activiste afro-américaine Bell Hooks, et de son livre, qui est une référence pour elle, donc, intitulé All About Love. Je cite Iris. Dans ce livre, elle dit « Si l'amour et le soin étaient au cœur de tous nos projets et de notre vie politique, le monde serait très différent. En tout cas, moi, dans ma vision d'écologie, c'est vraiment ça le cœur du sujet, finalement. Du coup, ça me parle beaucoup dans l'idée de se dire « Si notre projet politique, c'était ça, comment on fait au mieux pour prendre soin des autres vivants ?» Du coup, sur le plan social, sur le plan des relations aux autres êtres vivants, etc. Donc, c'est éminemment politique. C'est qu'est-ce qu'on souhaite défendre comme projet de société, quelles priorités, qu'est-ce qu'on met au cœur. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser du temps à la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya. Je vais juste me permettre de poser une question avant de passer le micro. C'est pour le coloris, ce sont toujours des garçons ou des jeunes hommes. Alors, c'est une question compliquée que tous ceux qui ont étudié les hikikomori se posent, mais pour être tout à fait honnête, personne n'a de réponse, je trouve, très satisfaisante. Oui, toutes les études autour des hikikomori ont souvent documenté qu'ils étaient davantage des garçons que des filles. Au Japon, on parlait de 80% de garçons. Alors, ça interroge peut-être cette... comment dire, on peut nuancer un tout petit peu en disant qu'il est probable qu'il y ait plus de filles qu'on le dit, notamment parce que, tout simplement, on s'inquiète plus du phénomène quand c'est des garçons. Et qu'on trouve ça un peu plus normal quand c'est une fille qui reste à la maison, très prosaïquement. Donc il y a des chances pour qu'il y ait une dimension un petit peu genrée dans l'appréciation du phénomène. Donc peut-être que c'est pas aussi clivé que 80-20%, mais voilà, ce serait un peu à nuancer. Mais néanmoins, même si c'est à nuancer, il y a quand même cette dimension assez masculine. Donc voilà, il y a eu différentes pistes pour essayer de le comprendre. Moi je trouve qu'il n'y a pas de réponse tout à fait, comment dire, qui lève l'énigme totalement. Mais une des réponses, c'est sans doute
un peu la piste que j'évoquais tout à l'heure, de réfléchir aussi, justement, quelles sont les attentes, quelles sont les normes genrées masculines, comment on construit l'identité genrée masculine. Bah, c'est d'autant plus des projections d'action, de projection à l'extérieur, d'ambition, de projet. Et donc, quand ça va mal, quand c'est du désarroi, ben c'est l'inverse de ces représentations-là. Hein, voilà, on a coutume de dire en sociologie, en anthropologie de la santé mentale qu'il n'y a pas des milliers de façons de souffrir. Les façons de souffrir, elles sont organisées dans un système de sens. Et donc voilà, le système de sens, il organise des façons d'aller bien et des façons d'aller mal qui se dialoguent en envers, en négatif. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bon, merci pour cet exposé très intéressant. Je voulais revenir sur le contexte socio-économique ou le contexte sociétal de ces deux pathologies, entre guillemets. Pour le hikikomori, vous n'avez pas abordé, me semble-t-il, mais peut-être je n'ai pas entendu, vous n'avez pas abordé le problème d'Internet, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc. Des jeux en ligne qui sont des facteurs d'isolement très très importants, apparemment au Japon, d'après ce que j'ai compris dans mes lectures. Donc, phénomène un peu, contexte social très particulier, quand même, avec des jeux vidéo qui sont récents, en fait. Et par ailleurs, deuxième hypothèse, il s'agit de pathologies de sociétés très riches. Dans les sociétés pauvres, on ne se pose pas des questions comme ça. Il n'est pas question qu'un jeune reste inactif ou n'ait pas d'enfant. Il sera complètement exclu et désapprouvé très clairement. Donc, ce sont des phénomènes de sociétés très riches, économiquement développés, où on tolère que des jeunes ne fassent rien de leur vie et restent dépendants sans être productifs, sans être actifs. Donc voilà, deux éléments de contexte qui me paraissent importants pour comprendre aussi ces phénomènes psychosociaux, sociologiques. En fait, assez sociologiques pour moi. Merci. Merci beaucoup pour vos remarques très justes, très pertinentes, qui nous permettent de développer effectivement des points que je n'ai pas abordés dans ma présentation. Oui, très important, la question des écrans, des jeux vidéo, etc. D'emblée, quand le phénomène hikikomori est apparu, a été présenté, discuté, étudié, il y a eu un courant d'emblée, on a réfléchi à cette question des écrans et certains ont posé l'hypothèse que c'était une forme au fond d'addiction aux écrans. En tout cas, que les écrans et les usages excessifs des écrans étaient la cause du retrait. Mais assez vite, ça a été discuté, ça parmi la communauté scientifique, et il y a eu tout un... Voilà, les collègues japonais avec qui on a travaillé, d'autres, etc., et dans notre travail également, on est plutôt ressorti de nos terrains d'enquête avec l'idée que c'était important, les écrans, dans l'histoire, mais que ce n'était pas la cause, que ça n'expliquait pas leur retrait. Pour plusieurs raisons. D'abord, comme l'a dit un de nos collègues, Suzuki, le phénomène hikikomori, il a précédé les usages des écrans tels qu'on les connaît, donc ça a commencé avant ces formes d'usage du téléphone individuel, des écrans, des applications, etc. Et puis la deuxième raison, c'est que, et ça je trouve qu'on en a pris un peu plus la mesure quand on a tous connu le confinement, c'est que au fond, si on est amené à être retiré dans une pièce ou dans un appartement et de ne plus en sortir, très naturellement aujourd'hui on a à disposition un ordinateur ou des téléphones, donc c'est ce qu'on fait parce que c'est évidemment. Et il y a même des collègues qui ont même souligné qu'au fond, la présence des écrans, alors je dis des choses un peu décousues, mais tous les hikikomori ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est une portion seulement, il y en a qui ne sont pas très intéressés justement par les jeux vidéo tant que ça. Et deuxièmement, il y a une variété de pratiques des écrans. En fait, derrière le mot écran, on dit plein de choses qui ne sont pas forcément comparables. C'est pas pareil de passer des heures à jouer aux jeux vidéo
que de s'informer, que de regarder des films, que, enfin, en fait c'est des usages très différents. Le point commun c'est l'écran. Et à tel point que moi je pense que plutôt les écrans, ça participe au phénomène, mais pas comme cause du retrait, c'est plutôt comme ce qui rend possible des retraits très prolongés. C'est-à-dire qu'en fait, on devient moins fou tout seul dans une chambre aujourd'hui parce qu'on a un écran. Ce serait pas pareil si, sans doute, le retrait n'aurait pas la même... Il n'y aurait pas la même facilité à rester très longtemps en retrait si on n'avait pas les écrans. C'est sans doute ce qui contribue à maintenir un retrait supportable, voire confortable. Plutôt, je le dirais plutôt comme ça. Oui, mais il y a aussi sociabilité via ces jeux et ces réseaux. Oui, mais une sociabilité particulière, mais ils en ont une quand même. C'est vrai, mais par exemple, les jeunes en retrait, ils n'ont pas les mêmes pratiques que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Par exemple, ils jouent pas, ils participent pas en ligne avec les autres. Ils sont atypiques aussi dans leur façon de jouer aux jeux. Et puis la deuxième question très intéressante, merci, c'est effectivement cette question du problème de riches. Du profil voilà, des sociétés et des personnes concernées. C'est vrai que ça, c'est une question qui intervient dans les deux thématiques. Par exemple, l'éco-anxiété, je n'ai pas parlé des critiques qui refusent, enfin qui dénoncent l'usage de ce terme éco-anxiété. Il y a beaucoup de critiques, et parmi ces critiques, il y a l'idée, alors soit de psychologiser un problème social, écologique, donc de faire porter sur l'individu une question qui est une question collective, politique, etc. Donc il y a des critiques qui dénoncent l'usage de ce mot éco-anxiété en disant que c'est une forme de dépolitisation du problème, en fait, en insistant sur la santé mentale des individus. Et puis il y a une autre critique, effectivement, de dire ah bah ça c'est un problème de riches, c'est-à-dire que c'est un problème des pays nantis qui peuvent se préoccuper de leur anxiété devant des catastrophes potentielles, etc. Là où il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'être éco-anxieux parce qu'ils ont les jambes dans l'eau jusque-là, et eux, ils sont en train de savoir comment survivre et s'organiser, etc. Donc oui, ces enjeux sont des enjeux qui sont discutés. Néanmoins, ça peut être plus complexe parce que, par exemple, il y a des pays du Sud dans lesquels l'éco-anxiété est revendiquée comme une réalité, y compris pour des populations qui vivent des catastrophes, parce que c'est aussi un levier pour être entendu. Ça devient un outil aussi pour obtenir des financements, pour obtenir des ressources. Donc, voilà, désormais, c'est dans l'espace social. C'est aussi une catégorie de l'espace social. Et puis, oui, vous avez raison sur les hikikomori. Là aussi, longtemps, on a dit les hikikomori, non seulement c'est dans une société riche, mais c'est dans des milieux sociaux favorisés. Pourquoi? Parce que matériellement, concrètement, tout d'abord, pour fabriquer un hikikomori, il faut une chambre individuelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est aussi le marqueur de certains modes de vie. Et puis il faut des parents qui tolèrent d'avoir un enfant. Voilà, donc il y a un certain rapport aussi à leur enfant. Et ça a été travaillé par une sociologue, c'est des types de familles qui sont assez typiques de la société occidentale, dans lesquelles, ce qu'on appelle des familles affectives, dans lesquelles le lien affectif est premier, et donc dans lesquelles on est très empathique, inquiet, on est inquiet que nos enfants souffrent, et donc on préfère les protéger, qu'ils restent chez nous longtemps, plutôt que de les savoir malheureux à l'extérieur. Voilà, toutes des raisons qui vont aussi participer. En fait, l'hikikomori, c'est un phénomène collectif, c'est pas quelqu'un qui a quelque chose, c'est une famille qui accepte, etc., etc. À tel point qu'on peut se demander aussi tout simplement si, en même temps, un hikikomori issu de milieux populaires ou très défavorisés, en fait, ne deviendrait pas hikikomori, c'est juste une question de trajectoire, c'est-à-dire qu'il serait plus rapidement à la rue, et donc il aurait peut-être une autre trajectoire d'errance, par exemple, à la rue, etc. J'ai travaillé avec une collègue qui a travaillé sur les jeunes en errance, les jeunes à la rue, et il y a énormément de points communs en réalité. C'est des destinées sociales différentes. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention, qui était très intéressante. Alors, en fait, ma première question vous y avez pratiquement répondu, c'était de savoir si le phénomène hikikomori avait été identifié avant le commencement d'Internet.
Et donc avec peut-être un comportement où, quand Internet n'existait pas, les personnes concernées, à ce moment-là, se réfugiaient dans la lecture, dans les livres. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui a été observé, je ne sais pas, dans les années 50, 60, 70, avant l'avènement d'Internet? Et puis la deuxième question, c'est, ça se relie aussi à ce qu'a dit Muriel, c'est est-ce qu'il y a eu un comparatif en termes d'importance, par exemple, entre le Japon et la France ou d'autres pays européens? Ce que je me demandais, si ce n'était pas lié aussi à la situation au Japon, où il y a une compétitivité extrême, que les gens, enfin on dit, moi je ne connais pas du tout le Japon, mais c'est ce que je comprends de ce que j'ai pu lire ou entendre, que c'est une société extrêmement compétitive, que les enfants sont de plus jeune âge élevés dans cette compétition, et que d'ailleurs ça provoque un taux de suicide extrêmement important, parce qu'ils sont obligés de monter les différents échelons, et dans le cadre scolaire, faire face à une compétitivité et des obligations extrêmement lourdes psychologiquement. Donc est-ce que ça pourrait être analysé comme une réaction à cette société? Alors qu'en France, quand même, la pression de ce point de vue-là est quand même énorme, par exemple. Donc est-ce qu'on peut trouver une cause dans cette société? Merci beaucoup pour votre question. Oui, merci. C'est des questions qu'on s'est posées également au cours de ces travaux. Alors, effectivement, l'idée d'assimiler, d'associer le Japon à une pression sociale très forte, c'est une recommandation courante, alors c'est vrai. Mais en même temps, ça nous fait parfois un peu oublier que la France aussi est une société de pression sociale très forte. Et en particulier, alors ça ne prend pas exactement les mêmes formes que le Japon, mais on a été frappé dans notre étude justement de constater à quel point il y avait des points communs, notamment pour tout ce qui concerne la question scolaire. Alors au Japon, on voit ça loin, on trouve ça fou qu'ils aient l'école après l'école, etc. Mais en fait, en France, et comparé à d'autres pays, on est aussi un pays dans lequel la pression scolaire est extrêmement forte. Elle est forte de quelle manière? C'est pas forcément en termes de quantité d'heures passées à l'école, etc. Mais c'est, là-dessus, Japon et France sont assez comparables, c'est dans la façon dont l'école, votre trajectoire scolaire, va déterminer de façon quasi définitive votre trajectoire sociale. Et donc, c'est ce sentiment de tout jouer à des moments, à des étapes scolaires. D'ailleurs, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres pays comme la France où même quand on a 40 ans, sur son CV, on donne le lycée où on a passé son bac. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont caractériser durablement, définitivement, des trajectoires sociales. Et ça, c'est vécu comme une très forte pression. Et donc, c'est pas étonnant que ça puisse prendre aussi la forme de vouloir arrêter le processus à certains moments, on peut s'inscrire dans ce processus. Donc, cette part de pression, elle est effectivement à réfléchir. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les années 90 au Japon, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi la décennie dite la décennie perdue, c'est-à-dire c'est la crise économique, et donc l'entrée dans un monde marqué par cette incertitude, la crise économique et l'incertitude, et un marché du travail qui est devenu très difficile. Et notamment dans la culture japonaise, il y a quelque chose qui a radicalement changé, c'est que, on a toutes ces représentations dans la littérature et dans les films, c'est qu'il y avait un idéal porté par les parents de cette génération-là qui était, on investit l'école, on entre dans les meilleures universités, pour ceux qui peuvent, parce que les meilleures universités, elles vont ensuite donner, vous sortez des très bonnes universités au Japon et vous rentrez dans les meilleures entreprises, et ensuite c'était l'emploi à vie. C'était ces représentations de l'entreprise identitaire, totale, dans laquelle on se dit complètement au Japon. Avec les années 90 et la décennie perdue, cette promesse-là, elle s'est cassée. C'est-à-dire qu'on avait des générations qui avaient investi énormément l'école, des parents qui continuaient à faire des sacrifices ou à pousser les enfants pour l'école, et qui allaient dans des universités prestigieuses, mais à la fin, il n'y avait plus cette promesse, etc. Mais pas seulement au Japon. Les années 90, c'est ça dans nos sociétés occidentales. C'est ces années où la promesse d'insertion par l'excellence scolaire, etc., était très lourdement mise à mal. Donc c'est aussi ces sociétés de l'avenir incertain et de projection, encore une fois, dans l'avenir qui explique aussi le développement de comportements de j'arrête de tout miser en fait sur une trajectoire dont on sait qu'elle va être il y a 1000 raisons pour lesquelles elle soit finalement orientée différemment et voilà que c'est un certain nombre de jeunes
décidé, par exemple, ce qui a beaucoup inquiété là, dans les hétérogénies, par exemple, de dire bah, je bosse, je fais des emplois à mi-temps, partiel, etc. Puis j'arrête, je voyage, puis je reprends un boulot. Et puis j'arrête, je voyage, je fais autre chose, etc. Ce qui, du vu des parents et des générations précédentes, semble être quelque chose d'irrationnel ou d'immature, ou de ne pas se projeter durablement dans une trajectoire. Alors, si j'ai bien compris, Octave ne parle plus à ses parents. Ah oui, pardon. Je me demandais pourquoi il avait accepté de nous parler et d'expliquer sa vie, ce qu'il ressentait et ce qu'il vivait. Oui, ça c'est aussi une très bonne question parce que, effectivement, par définition, les hikikomori, comme je l'ai dit, ils ne souhaitent pas être retrouvés, ils souhaitent rester invisibles et ils souhaitent encore moins parler à des sociologues. Surtout quand ils sont dans la période de retrait. Donc en fait, la plupart des jeunes qu'on a pu rencontrer comme Octave, comme ça, c'est souvent dans une phase de leur trajectoire où ils étaient amenés à sortir. Donc c'est jamais dans le dur du retrait. Et Octave, il a été amené à sortir un peu, partiellement, parce que en fait, son père a eu un accident de santé et ça l'a inquiété énormément. En fait, il a pris conscience à cette occasion de caractère précaire de ce qui pouvait se passer à ses parents. Et à cette occasion, il a accepté de rencontrer des psychiatres autour de sa situation. Et comme c'est quelqu'un, vous l'aurez vu, qui est très, très intelligent, qui est très analytique, etc., c'est un plaisir même à s'est rencontré, à expliquer un certain nombre de choses. Mais ça n'a pas bougé de sa situation, vraiment. Il a venu longtemps, il s'est rendu à ses rendez-vous. Et puis il me disait d'une façon un peu amusée, ah bah oui, vous les sociologues, vous vous intéressez au hikikomori maintenant, mais vous verrez dans 20 ans, ça n'intéressera plus personne parce que tout le monde sera revenu universel. Au revenu universel. Et... Je me permets de dire, n'y aurait-il pas une troisième catégorie de jeunes des années 60 que je connais personnellement, bien sûr. Je fais partie. Voilà, on va dire parmi tous les modèles qu'ils avaient, il y en a un, à mon avis, qui est très intéressant de le prendre comme caractéristique vraiment de ce qui les a portés à faire des révoltes. C'est métro, boulot, dodo. C'est la preuve que pour eux, pour nous en quelque sorte, ce qui les portait à ne pas rester dans leur coin, mais à faire des choses ensemble et à chercher. On fait quoi pour montrer que ça suffit comme ça? Et c'est quoi qui suffit? C'est la sorte de vie qu'ils observaient, qui se passait de plus en plus dans la société, qui était de faire ce qu'on nous demande, on prend le métro, on va au boulot, puis après on rentre et on est hein. Et donc c'est important de voir que là, cette caractéristique de la jeunesse telle qu'elle se montrait en tant que jeunesse, c'est de découvrir le monde qui allait être le leur et de dire c'est pas possible, on ne veut pas un monde comme ça et on ne veut pas que le monde lui-même, pour lui-même, il continue comme ça. Voilà, donc ça c'est le premier aspect pour lequel je vous demande votre avis à propos de cette jeunesse-là, de ce qui caractérise cette jeunesse, qui est on entre dans la vie, on observe comment elle se passe, la société. Là, il n'y avait pas spécialement des problèmes de visibles, encore trop politisés, enfin pas politisés, rendus visibles, hein, du point de vue de l'écologie. Hein. Le principal, c'était le social, comment il était, et donc le fait que ça niait l'individu. Hein. Donc, c'est ça le point commun. Et à observer aussi que c'est cette jeunesse des années 60, donc du mouvement 68, on l'appelle comme ça en France,
eh bien, elle est rentrée sous boisseau à cause de quoi? Il faut bien se rendre compte, à cause de la drogue. C'est que le fait de vouloir une vie qui soit vivante, qui soit inventive, imaginative, a donné goût à ce que faisait connaître la drogue, dans tout ce que ça développait dans la personne, mais en les rendant finalement, comment on appelle ça, dépendants, hein. Donc, en perdant justement leur initiative, parce qu'ils sont devenus dépendants. Hein. Donc, c'est intéressant d'observer les deux choses pour comparer avec les deux mouvements de jeunes que vous avez fait. Je vous demande votre avis. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui, c'est intéressant de réfléchir effectivement à partir de cette mise en perspective avec la génération dite 68. Peut-être justement, je dirais qu'on a coutume de présenter cette génération 68, pour aller vite, justement comme celle qui incarne très bien les valeurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire désormais nous ne voulons plus de la vie préorganisée par nos parents, nos milieux, etc. Et donc c'est à partir de cette période-là, en gros, que se cristallise cette revendication de j'invente ma vie moi-même, je suis ce que je veux, je décide, etc. Et c'est plutôt cette génération qui a promu d'ailleurs, enfin, pour ceux qui étaient dans cette, c'est pas toute la société qui était autour de la Révolution de 68, mais disons cet idéal de découverte, d'aller prendre son sac à dos, d'aller en Inde, d'aller, etc., faire un tour dans le Larzac, etc. Donc il y a aussi cette ouverture des possibles et cette valorisation de l'individu pour qui tout est possible. Vraiment, c'est sa génération de tout est possible, il suffit de le vouloir, etc. Or, les hikikomori dont je parle et les éco-anxieux, c'est plutôt la génération pour qui, justement, c'est impossible. Alors, soit du côté hikikomori, parce que les hikikomori, contrairement à la génération 68, c'est comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas du tout dans une critique du monde social et des idéaux du monde social, ils sont même plutôt, comment dire, les porte-parole de ces idéaux. Mais ils estiment qu'eux, ils sont pas à la hauteur. C'est différent. C'est pas il faut changer la société, c'est je sors pas parce que je suis pas au diapason. Je suis pas assez bien. Je me souviens d'un jeune, ça c'est notre collègue Marie-Jeanne Guest qui nous parlait de ça, un jeune qu'elle a rencontré qui sortait pas parce que, disait-il, il avait un bouton dans le dos. Donc c'est anecdotique, mais ça veut dire que son bouton que personne ne voyait, qui ne jeûnait que lui, il le jeûnait suffisamment pour qu'il se sente pas prêt à sortir. Il n'était pas assez parfait pour affronter le monde. Donc je vois et chez les éco-anxieux, il y a aussi cette dimension de c'est justement l'éco-anxiété, c'est le fruit de cette conscience de l'impossible. Ce n'est plus possible de vivre comme avant, ce n'est plus possible de se projeter comme avant, et c'est fini, le tout est possible. Au contraire, on est limité par... Excusez-moi, en fait, le contexte social n'est pas du tout le même. Dans les années 60, c'était la prospérité. Le contexte social n'est pas du tout le même. Oui, bien sûr, entre un contexte de prospérité et d'avenir et de crise économique, bien sûr. Ça, Les problèmes ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pourriez rappeler brièvement? Mais on est en retour sur une contestation sociale comme en 68 maintenant. Oui. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure l'étude japonaise de ce psychiatre qui a été publiée dans les années 90, si je n'ai pas. Mais je n'ai pas bien saisi votre propre étude sur les hikikomori quand elle était publiée, l'année, on va comprendre un peu votre propre contexte de travaux, et dans le terrain d'enquête que vous avez réalisé, combien de cas avez-vous étudié,
parce que là on a un exemple pour chaque, on a un peu de mal à voir, à comprendre quel est le volume de cas que vous avez étudiés. Et les catégories familiales et socio-professionnelles aussi, qui sont attachées à ces cas d'études, pour contextualiser et comprendre. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, alors la première étude de Saito c'est 98. Après, il y a différents rapports réguliers au Japon tous les 10 ans qui mettent à jour un certain nombre de données sur le phénomène japonais. Et nous, donc, notre équipe, on a travaillé depuis 2010 et on a publié 2 ouvrages. Un premier donc, qui est issu d'un travail systématique avec les Japonais, de 2010 à la publication de l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que... donc le premier c'est ça, c'est Hikikomori, ces adolescents en retrait, et qui est vraiment France-Japon. Et en fait, voilà, à mesure qu'on identifiait les problèmes et les chercheurs, on a ensuite établi un nouveau partenariat avec nos collègues japonais, mais aussi des Italiens, on n'a pas parlé tout à l'heure. Les Italiens font partie aussi de ceux qui ont rendu un peu visible la question de Hikikomori dans l'espace public. Il y a eu des consultations, par exemple, spécialisées Hikikomori à Milan, avec les collègues qu'on a identifiés. Et aussi au nom du fait que certains commentateurs italiens avaient le sentiment de points communs avec des éléments culturels du Japon et d'Italie, notamment autour de la question de la mer. Parce que je n'ai pas pu tout aborder, mais il y a aussi toute une discussion Hikikomori autour de l'attachement mère-enfant et du lien mère-enfant, etc. Donc ça, c'est du côté des psychologues, ça a été parfois travaillé. Et puis, voilà, notre deuxième ouvrage, Hikikomori, une histoire de confinement, il retrace aussi cette collaboration avec les Italiens. Pardon, le dernier, 2021. Donc, le dernier à droite, c'est le voilà, le jaune. 2021. Ouais. D'accord. Alors, on peut juste la deuxième question, c'est le nombre de cas, termes d'enquête étudiés, et puis les catégories familiales et socio-professionnelles dominantes. Voilà, alors, je suis toujours gênée de parler en termes de volume et de nombre de cas, justement sur un objet dont j'ai essayé d'expliquer que, par définition, il était problématique de le catégoriser a priori. C'est ce que j'essaie de dire en disant c'est à la fois un phénomène et un regard sur le phénomène. Et deuxièmement, comme on l'a vu tout à l'heure, un des enjeux avec cette conduite Hikikomori, c'est que, par définition, ce sont des jeunes qui échappent au radar. Alors, en âge, ce qu'on a bien compris, c'est qu'en âge d'obligation scolaire, en France en particulier, on peut les identifier parce que ça se manifeste par un décrochage, ce qu'on appelle un décrochage scolaire. Donc dans ces cas-là, quand il y a décrochage, l'école se met en action, et donc ces enfants, on ne les laisse pas se décrocher. Enfin, en tout cas, il y a des dispositifs qui sont mis en charge, etc. Donc, par le biais du décrochage, on a pu identifier des situations, des jeunes, etc., auprès de qui on est allé enquêter des familles, etc. Après 18 ans, en gros, là, c'est l'inconnu, c'est-à-dire que la seule manière qu'on a d'identifier des jeunes Hikikomori, comme il y a plus d'institutions pour les repérer, c'est que des personnes les signalent. Donc le plus souvent, c'est les parents qui, à un moment donné, vont s'adresser à un service de soins ou autre, etc., parce qu'ils s'inquiètent de la situation. Mais vous voyez, je suis très prudente sur les chiffres, parce que du coup, on peut supposer qu'il y a une grande partie d'invisibles que personne ne voit jamais. Et donc, on ne peut pas compter. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est compliqué de compter. Moi, je me méfie beaucoup de ceux qui font des estimations chiffrées. Par exemple, l'estimation chiffrée de Saito en 98, depuis, elle est complètement mise à mal. Il a dit 1 million. Toutes les études qui ont été faites depuis sont beaucoup plus revues à la baisse. Et on estime plutôt autour de 500 000, 600 000. Mais à la rigueur, est-ce que ça fait une vraie différence? Je me suis peut-être mal expliquée. C'est pas la question, c'est pas le nombre qui est en France. C'est le nombre de personnes
Avec lequel vous avez... Ah, nous, dans notre enquête. Ah oui, oui, d'accord. Dans le terrain. Ah oui, bien sûr. Bah, alors, les nombres de jeunes qu'on a pu rencontrer dans l'enquête, c'est à peu près 30 jeunes, et élargi aux familles, parce que dans un certain nombre de situations, vous voyez des familles avec ou sans jeunes, par exemple. Moi, j'ai participé, pour donner un exemple, il y a eu différents dispositifs d'enquête. Il y a eu des collègues qui sont allés travailler à long cours auprès de services adolescents qui ont suivi des situations pendant longtemps, à la maison des adolescents, par exemple. Moi, j'ai travaillé avec Marie-Jeanne Guel, dont je vous parlais, donc dans le cadre de sa consultation spécialisée autour de retrait social et d'hypogorie pendant plusieurs années, et ensuite on a monté un groupe de parole de parents qui existe toujours, hein, donc je participe moins, mais donc il y a eu aussi une façon d'aborder le problème par des situations racontées ou transmises par les parents. Donc voilà, du coup j'ai pas fait la comptabilité des cas, mais si on associe les jeunes qu'on a rencontrés, les familles, les parents, peut-être qu'on arrive avec une soixantaine de situations. Et les catégories socio-professionnelles? Les catégories socio-professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très marqué, plutôt classe moyenne supérieure. Qui sont? Et milieu urbain? Et milieu urbain. Oui. Mais encore une fois, il faut être prudent, c'est-à-dire que je pense que ça correspond à l'arrêté d'un phénomène pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Il faut avoir une maison qui accueille, une chambre individuelle, il faut des moyens minimaux pour entretenir quelqu'un à domicile longtemps. Mais aussi parce que finalement, les familles qui vont alerter, qui vont aller aux soins, qui vont se manifester, c'est aussi des familles qui ont des ressources pour naviguer dans le soin, pour naviguer dans etc. Donc les deux dimensions jouent aussi. C'est vrai que c'est plutôt ces familles-là qu'on a vues. Et de la même manière, l'éco-anxiété, c'est une question qui reste ouverte parce que l'étude en cours. Mais c'est une question qu'on se pose pour l'instant à laquelle on n'a pas les moyens de répondre, enfin l'enquête pour l'instant, mais oui, c'est souvent une question encore une fois qui est associée à est-ce que les jeunes éco-anxieux sont plutôt des jeunes issus de milieux éduqués, plutôt favorisés, les jeunes que j'ai rencontrés pour l'instant le sont plutôt, mais c'est aussi par les biais par lesquels j'ai commencé l'enquête. Donc j'aimerais bien dans un deuxième temps essayer de voir si je peux atteindre d'autres milieux. On va voir si ça se fait. Bon, je ne vais pas être long. Hein. Merci pour votre présentation. On ne connaissait pas le terme d'hypogorie. Enfin, je ne sais pas dans cette salle, beaucoup le connaissaient. On connaissait les tanguis. Bon. 1 million de personnes comptabilisées à une époque au Japon, ça fait quand même des catégories sociales qui commencent à poser. Je ne sais pas si en France dans ce cas-là, mais moi je voudrais revenir sur deux remarques. Alors, vous avez bien répondu à la question, on n'est plus dans les années 60-70, sous les pavés de la plage. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils pensent qu'il n'y a plus de plage, il n'y a que des pavés. C'est vraiment le refus, vous l'avez bien expliqué, de la reproduction du modèle social de leurs parents, et même scolaire. Vous avez parlé de sociologie de l'école, c'est François Dubé, je suppose. Effectivement, l'école dicte la conduite sociale en France, beaucoup plus par les d'autres pays européens, et c'est un vrai risque. L'échec scolaire d'un récupéré, ils ne sont pas dans cette catégorie parce qu'ils pourraient réussir leur scolarité. Ils sont éduqués, ils sont dans des familles aisées, ils ont des facilités, et ils ne le veulent pas. Alors, ma remarque est la suivante. Pessimisme individuel et social. Pessimisme individuel, certainement. Ces jeunes-là sont pessimistes par rapport à leur avenir, mais aussi à l'avenir des autres. Ils ne sont pas violents, alors qu'effectivement, ce sentiment d'échec social, sociétal aurait pu engager une démarche revendicative violente, notamment en matière écologique, aujourd'hui, pas la peine de faire un dessin. Les tanguis, eux, ils sont dans leur chambre, ils ne sortent pas, ils pourraient casser également leur cadre de vie, ils pourraient casser, ils pourraient détériorer, ils ne sont pas violents. Pessimistes, pas violents, et c'est le sens de ma remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez, finalement, et c'est un paradoxe, ils sont hyper individualistes, dans une société très individualiste. Ils recréent une forme d'individualisme, d'autonomie extrême, qui échappe effectivement au modèle social habituel, et c'est une façon de dire, moi aussi, vous êtes individualiste, moi je suis plus que vous, je suis différent de vous, et je revendique cette autonomisation de ma pensée, de ma conduite, etc. Alors, c'est pas très rassurant, et je viens à cette question, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychanalyste, vous n'êtes pas effectivement neuropsychiatre.
faudra quand même peut-être se pencher sur cette catégorisation de personnes qui sont gentilles, doux, bien élevées, bien éduquées, intelligentes, etc., et ne veulent plus l'avenir, ne veulent plus reproduire, pas d'enfants. Est-ce que c'est le fait d'une société qui vieillit? Est-ce que c'est le fait d'une société qui est trop riche? Est-ce qu'on en a parlé déjà de ça? Est-ce que c'est le fait d'une société qui ne donne plus d'espoir? Plus d'espoir collectif. Plus d'espoir collectif. Il se retrouve d'autant moins qu'il n'y a plus d'espoir collectif dans la société aujourd'hui. Eh bien, il y a toute chose, il n'y a pas que ça. La baisse du syndicalisme, la baisse de l'audience des partis politiques, la détérioration de la classe politique en général, l'image qu'elle donne effectivement à tout un chacun, ne donne pas envie de s'engager. Et eux, d'autant moins que finalement, ils sont bien dans leur truc, dans leur tête, à peu près. Hein. Ils vivent plutôt bien leur solitude, leur hyper-individualisme. Donc, effectivement, la question est-ce qu'elle est mentale, est-ce qu'elle est sociétale ou politique? Merci beaucoup. Je réponds d'abord, rapidement, mais... Vous pouvez globaliser. Il y aura peut-être d'autres questions. Vous voulez que je pose une autre question? Moi, c'est une remarque un peu de ma pratique d'assistante sociale. C'est aussi la question d'arrêter le temps. Moi, je me demande si, comme tout va très vite, et que même nous, dans notre boulot, on va très très vite, est-ce que c'est pas une façon d'arrêter le temps? Et puis, la question aussi, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, dans leur parcours, le temps s'est arrêté par un événement brutal? Voilà, c'est un peu juste une observation que j'ai faite. Merci beaucoup. Allez, on prend la dernière question là, et après, peut-être si vous voulez répondre, je vais essayer. Merci. Oui, alors, moi j'en avais deux mêmes questions. La première, vous avez mis dans les mots Tanguy, en parallèle de Kikomori tout à l'heure. Bon, parce qu'on a tous vu le film, c'est plutôt drôle, mais c'est peut-être quand même un cas un peu différent, parce que c'est pas entièrement enfermé. Il voulait vivre dans ta famille, mais il était quand même, il avait une vie sociale un peu à côté. Mais donc, alors là, ma question, c'est la première question, c'est est-ce qu'il y a des psychiatres dans votre équipe pour concevoir des stades individuels de ces personnes, pas seulement des sociologues et des anthropologues? Parce que certains des aspects de ce que vous avez dit sur eux peuvent penser à certains aspects qui vont voir la dimension psychiatrique de ces personnes, pas par dépression, c'est pas la même chose. Mais voilà, est-ce que dans vos analyses, vous êtes seulement à comprendre ces cas sur des démarches sociologiques et anthropologiques, ou aussi est-ce qu'il y a une réflexion sur la notion psychiatrique dans le cas de ces Kikomori qui ne veulent rien faire? C'est ma première question. Deuxième question personnelle. Médiatiquement, si on regarde le champ de la jeunesse actuellement, de la représentation de la jeunesse, et malheureusement, on ne regarde que les représentations, c'est jeunes égale augmentation de la violence. Ils sont de plus en plus violents. Vous ne pouvez pas ouvrir une télé sans qu'on vous explique ils sont de plus en plus violents, et de plus en plus jeunes, violents, etc. C'est un constant. Et alors, comment vous situez-vous par rapport à ce que vous avez dit? Pourquoi vous avez choisi ce type de travaux? Comment, en tant que sociologue, comment vous situez par rapport à ce genre de vaste question? Merci. Alors, j'essaie d'aller vite dans les réponses, j'ai compris que le temps se passe. Rapidement, donc, est-ce qu'il y a des psychiatres? Oui, dans l'équipe, c'est vraiment un groupe psychiatre et on travaille sur les Kikomori. Dans notre équipe, on travaille avec des psychiatres et des psychologues cliniciens. Et donc, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas l'objet, mais il y a évidemment beaucoup de discussions autour de Kikomori et troubles. Est-ce qu'il y a des points communs, dépression, psychose, etc. C'est des choses qui sont très discutées. Au départ, Kikomori est un terme qui est apparu pour dire justement des jeunes qui sont en retrait sans que
un diagnostic psychiatrique explique le retrait. C'était ça l'énigme aussi. Il n'y a pas un diagnostic qui explique, préalable qui explique ce retrait. D'autant que le retrait en psychiatrie, il existe, il n'a pas attendu les hikikomori, il y a des situations de retrait bien avant, et des formes de retrait, mais c'est encore une autre question. Sur la question de la violence, oui, vous avez raison de dire que dans l'espace médiatique, on parle beaucoup d'une certaine violence de certains jeunes. Voilà. Alors, on se méfie toujours des catégorisations excessives et des représentations médiatiques de réalité par des faits divers, par des épisodes ponctuels. Et puis, deuxièmement, voilà, vous aurez compris que c'est pas les mêmes jeunes dont on parle là, en termes de milieux sociaux, en termes d'espace de vie, en termes de territoire, etc. Et que les situations dont j'ai parlé, elles contrastent avec ça, dans le sens où justement, ce sont plutôt, pour le dire de façon un peu rapide et caricaturale, des jeunes à propos desquels on pense que tout va bien et qui appartiennent à des milieux privilégiés, qui ont plutôt des ressources et qui sont dotés socialement et qui pourtant manifestent ce qu'on dit troublé, pour le dire comme ça. Oui, moi j'ai bien aimé la façon dont vous avez formulé les choses. Je suis assez d'accord sur le fait que finalement ces questions hikikomori, c'est vraiment la rencontre entre une promesse de société qui ne marche plus, une société qui n'est pas capable de projeter positivement dans l'avenir. Donc voilà, mais c'est la rencontre de ça et de l'individualisme, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire et du fait que ce sont des personnes qui ont hautement endossé les valeurs de l'individualisme et qui ont hautement endossé le fait qu'il leur revient à elles d'être parfaits dans ce modèle de l'individualisme. Donc ils ne sont pas dans la critique de la société ou de l'accusation de la société, dans la rencontre des deux. Je trouve que c'est juste de dire comme ça. Avec l'idée peut-être. Je suis vraiment désolée, je joue le mauvais rôle, mais je vais pas obligée d'arrêter. Merci infiniment parce que le gardien vient de nous dire qu'on devait. Bon, je n'en parlais pas, mais je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la temporalité, le temps de travailler là-dessus, c'est très important.